Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. Un gouvernement Arizona enfin sur les rails qui n'est pas sans conséquences pour Bruxelles. Et puis des tirs à plusieurs reprises dans des quartiers de la capitale. Voilà deux événements de la semaine dont on va parler dans cette émission. On recevra deux invités politiques dans quelques instants. Mais déjà, je vous présente les deux journalistes qui sont à mes côtés pour analyser ces faits. Mathieu Ladevez, rédacteur en chef adjoint de l'ADH. Un mot pour qualifier cette semaine? On va dire bruyante. Bruyante. Ça a pété dans tous les coins, à Bruxelles. Il y a eu beaucoup de bruit politique également autour de ces événements un peu dramatiques. Donc oui, c'était très très bruyant cette semaine. Alors Philippe Lawson, vous êtes rédacteur en chef du média en ligne El Post. Votre mot pour la semaine? Moi, après ce que j'ai vécu à la Chambre avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Robert de Wever et puis les répliques des partis de l'opposition, je dirais plutôt rocambolesques. Vous avez fait les 40 heures de débat? Je n'ai pas fait les 40 heures, mais j'ai fait une grosse partie, oui, 2 jours. Ouais. 2 jours, et je trouvais que c'était assez... Je ne comprenais pas pourquoi ils ont fait des journées marathon comme ça, parce que je trouve que ça n'apporte pas grand-chose au débat, et ça fatigue les gens pour rien, et de toute façon, la population dort, et je trouve qu'un peu de sommeil ne ferait pas de mal, de tort aux responsables politiques. On va reparler de l'Arizona dans quelques instants, mais on commence avec ces tirs à répétition. La séquence a commencé mercredi avec des coups de feu à Saint-Josse, et puis quelques heures plus tard, c'était à la station de métro Clémenceau. Les tireurs se sont ensuite enfouis par les tunnels du métro. Il y a eu donc tout un blocage du réseau. Et puis jeudi, c'était de nouveaux coups de feu, toujours près de la station de métro. Et enfin, vendredi, au Peterbos, une quinzaine de coups de feu ont été tirés, et cette fois, on déplore une victime dans ces incidents. Mathieu Ladevez, on avait l'impression que c'était un petit peu derrière nous, ou en tout cas entre parenthèses. Il y avait eu beaucoup de séquences de tirs, de fusillades, et puis là, ça revient. Pourquoi? C'est la bonne question. Alors, d'après les infos qu'on a pu avoir à l'ADH cet après-midi, ça serait lié visiblement à la libération de 2 chefs de gang la semaine dernière. Ces 2 chefs de gang auraient pour objectif de reprendre le territoire de deal de Clémenceau, quartier Clémenceau, qui est un des territoires de deal les plus importants de la capitale. Donc, c'est ce qui expliquerait le retour des fusillades. On est clairement dans une guerre des gangs, là, du gang de dealers, un peu influencé par les grands dealers, les grandes mafias marseillaises. Donc, on est clairement là-dessus, parce qu'on voit que ces gens se tirent dessus entre dealers ou s'intimident, tout simplement. Alors, Philippe Lawson, ça arrive à un moment intéressant en termes de timing politique? Malheureusement, on peut dire que c'est un télescopage qui vient remettre en exergue ce qui devrait être la priorité des responsables politiques, surtout à Bruxelles, quand on voit l'insécurité prégnante qui est là. Je crois qu'aujourd'hui, les responsables politiques bruxellois, ça les oblige à se dépêcher pour former un gouvernement et à travailler avec le fédéral pour que les problèmes de sécurité soient pris à bras-le-corps par les différentes autorités. Vous faites une petite... Je ne vois pas en quoi la région bruxelloise est responsable ou compétente là-dedans, vu que c'est une compétence d'abord des bourgmestres dans des zones de police, d'une part. Alors c'est toujours mieux d'avoir un gouvernement, d'avoir un interlocuteur unique, on est d'accord. Mais ça dépend surtout du fédéral, en fait. C'est du grand banditisme, c'est du narcotrafic, donc c'est de la police judiciaire fédérale, c'est la justice, donc c'est le fédéral qui doit avant tout prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème. Avec l'aide, avec l'appui des polices locales, c'est certain, et du centre opérationnel régional. Mais la région intervient en 3e niveau dans ce domaine-là. Donc l'absence de gouvernement, pour moi, n'a aucun impact sur les fusillades ou sur le règlement de ce genre de problématique. Mais quand je dis télescopage, il y a d'une part le gouvernement fédéral qui vient d'être mis en place, oui. Et donc ces fusillades aujourd'hui, le télescopage vient montrer que l'urgence du fédéral à être formé, maintenant que c'est formé, s'il n'y a pas de gouvernement à Bruxelles, je suis persuadé qu'il y aura des problèmes pour coordonner les choses, parce que à partir du moment où il n'y a pas de gouvernement de plein exercice à Bruxelles, le fédéral n'aura pas d'interlocuteur en tant que tel pour diriger les choses. Mais il faut aussi savoir qu'à partir du moment où il n'y a pas de gouvernement à Bruxelles, même les communes sont un peu désemparées. On n'a pas d'interlocuteur. Donc on a vu par exemple le milieu économique qui a même tiré la sonnette d'alarme cette semaine en disant mais tiens, sans gouvernement à Bruxelles, on manque de lisibilité de la part des instances régionales. Donc c'est quelque chose qui leur pose problème.
Donc on peut dire que ces fusillades, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent et leur défaillance fait qu'il y a un boulevard pour ces narcotrafiquants. Eh bien, on va en parler avec nos deux invités politiques qui vont nous rejoindre tout de suite. L'une a pris ses fonctions il y a 2 mois, presque jour pour jour, de bourgmestre à la tête de la commune de Koekelberg, c'est Olivia Ptito. Et l'autre est Christophe de Beukelaar, qui est président de la Fédération bruxelloise des engagés, chef de groupe aussi au Parlement bruxellois. On les reçoit sur ce plateau. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, première question à vous, Olivia Ptito. En place depuis 2 mois, quel est votre sentiment dans ce poste finalement auquel on ne vous attendait pas nécessairement ? Ah oui, la vie est pleine de surprises et je m'en réjouis sincèrement. Ça fait 2 mois, en effet, que je suis là, que j'ai prêté serment, avec quelques jours près. Et si je vous propose un petit vie ma vie, j'ai envie de vous dire qu'en lien avec la thématique, évidemment, en matière de sécurité, tous les lundis matins, par exemple, j'ai une réunion de sécurité avec commissaire, prévention, travaux publics, etc. Donc, tout le monde autour de la table. Et un mercredi sur 2, donc soit c'est la conférence des bourgmestres, et donc on se réunit tous. Donc, je n'ai par contre pas encore eu l'occasion d'ailleurs de croiser M. Leister, je le regrette, à la conférence des bourgmestres. Et alors, l'autre mercredi, c'est collège de police. Donc, collège de police avec toute la zone, justement, Bruxelles-Ouest. Donc, mes homologues des autres 4 communes qui composent la zone Bruxelles-Ouest. Et donc, vous dire à quel point on travaille ensemble, à quel point on est vraiment alignés. Donc c'est vrai que moi je suis arrivée vraiment juste à ce moment-là où on s'alignait en opposition effectivement à l'idée par exemple d'une fusion des zones de police qui ne serait en aucun cas la solution. Il y a bien d'autres priorités à mettre sur la table concernant la sécurité à Bruxelles. Voilà, on rentre déjà dans le vif du débat. Christophe de Beukelaar, du côté régional et du côté formation du futur gouvernement bruxellois qui pour l'instant est un peu au ralenti, comment est-ce qu'on lit cette problématique des fusillades, le rôle de la région là-dedans ? Mais écoutez, d'abord, c'est quand même le signal d'un certain laisser-aller ces 10-15 dernières années. Et ça, je pense que ce qu'on a entendu, c'est le procureur du roi qui l'a dit, qu'il y a un certain laxisme à Bruxelles, notamment dû aux fautes de moyens, tant de la police que de la justice. Et donc, on doit vraiment maintenant passer à la vitesse supérieure. Il faut prendre des mesures très fermes. Il faut qu'il y ait une coordination aussi qui soit organisée, notamment du côté de la région. C'est clair que la région n'est pas en première ligne, puisqu'on a des zones de police locales à Bruxelles, enfin, comme partout dans le pays d'ailleurs, donc la région n'est pas en première ligne, mais je pense quand même qu'un gouvernement de plein exercice, avec un ministre-président de plein exercice, peut jouer un rôle de coordination, de facilitation pour mettre les acteurs autour de la table et que tout le monde prenne le problème véritablement au sérieux. Il y a un comité régional de sécurité qui est prévu mardi prochain. On va parler de toutes ces réunions qui se sont installées fin de semaine assez rapidement, mais avant ça, je vous propose de regarder ce reportage sur finalement cette reprise de tir. Elle n'est pas facile pour les gens dans les quartiers, tant pratiquement, mais aussi symboliquement. Le cœur d'Anderlecht, le fameux quartier de Kuregem, à la une de l'actualité ces 2 derniers jours. Ces derniers mois, les fusillades s'y succèdent aux grandes dames des riverains. Fouad a créé cette maison de jeunes dans le quartier il y a 30 ans pour les aider à faire leurs devoirs, à s'en sortir. Pour lui, pour eux, les fers et sang sont un énorme coup au moral. Bon, ça les attriste beaucoup parce que je pense que Kuregem n'est pas réduit qu'à cela. Et j'entends beaucoup à Kuregem avec des vermines. Je trouve que c'est galvaudé ces termes-là. À Kuregem, il y a aussi des jeunes qui en veulent et qui veulent s'en sortir. Et je pense qu'être stigmatisé à chaque fois qu'il y a un fait divers, je pense que c'est réducteur par rapport à ces jeunes, par rapport à tout le travail qui est fait pendant toute l'année. Triste, mais pas particulièrement étonné de ce qui se passe ces derniers temps. Comme d'autres associations qui n'ont pas souhaité nous recevoir aujourd'hui, Fouad se sent délaissé. C'est des quartiers qui sont pris en otage. Il faut le dire, ce sont des quartiers qui sont laissés à l'abandon. Et donc, c'est facilement accessible. Et donc, tout le monde peut y entrer comme il veut, quoi. Une violence particulièrement visible à Anderlecht, commune populaire. Mais à Bruxelles, de plus en plus de quartiers sont touchés. Aujourd'hui, une 50aine de comités de quartier s'allient. Ils exigent des mesures fortes pour restaurer ce qu'ils appellent l'ordre et le respect. Un appel au fédéral, mais aussi et surtout
à la région. En région bruxelloise, il n'y a plus de gouvernement, on a l'impression qu'il n'y a personne qui pilote l'avion et cette lettre ouverte est destinée justement à alerter nos politiques en leur demandant de grâce, agissez. Pour l'instant, la maison Bruxelles est en train de brûler et on a le sentiment que les gens se disputent pour savoir si on va éteindre l'incendie avec un seau rouge ou un seau bleu. Il demande aussi de nouvelles politiques sociales pour les sans-abri et les sans-papiers, un public fragile et donc rapidement utilisé par les organisations criminelles. Voilà, de grâce, agissez, c'est le mot qui est lancé par ces habitants. Alors vendredi, il y a eu toute une série de réunions dans tous les sens. Jeudi soir, les bourgmestres se sont réunis avec les zones de police pour lancer une unité de commandement commune. Ça s'est déjà produit. Olivia Petitot, vous y étiez ? Oui, j'y étais. Et donc, en effet, ça se passe régulièrement. Donc, pour des grands événements ou par exemple au Nouvel An également. Là, c'était vraiment une unité de commandement. On est tous derrière, donc effectivement, la zone pilotée pour le moment par le chef de corps. Commander, oui, c'est ça, Gold Commander. Donc c'est assez classique, vraisemblablement. Donc on s'est vraiment mobilisé. Et la semaine prochaine, on va rencontrer en effet le procureur du roi tous ensemble pour qu'il nous présente justement sa vision. Oui, parce qu'il annonçait la mise en place d'une nouvelle unité de commandement concernant les forces de police fédérales et locales. C'est quoi exactement ? Alors c'est vraiment se coaliser toutes et tous. Et là, en l'occurrence, derrière le chef de corps, donc au niveau d'Anderlecht, vu que les faits se passent à Anderlecht. Et donc, on est vraiment très... Il faut arrêter de croire en fait qu'en région bruxelloise, les zones de police ou pire encore les communes font qu'un agent de police ne pourrait pas intervenir ailleurs. Je veux dire, c'est totalement faux, c'est absolument le contraire qu'il se passe. Donc il y a vraiment une grande solidarité, une grande complémentarité et des interactions permanentes. Ici, on a la zone Paul Bru qui est venue en renfort aussi de l'autre zone. Donc vraiment, à ce niveau-là, il ne faut pas s'inquiéter. Là où il faut s'inquiéter, c'est vraiment le fait d'aller chercher les moyens là où ils sont réellement. La source de tout cela, c'est du grand banditisme, c'est de la drogue à grande échelle. On a besoin d'une mobilisation nationale. Il faut vraiment aller regarder ça au bon endroit et agir au bon endroit. Aucun pays au monde, et on parle souvent de aucun pays au monde par rapport à la limitation des allocations de chômage dans le temps, j'aimerais que l'on parle aussi du fait que dans aucun pays au monde, on demande à une police locale, quelle qu'elle soit, d'agir et en tout cas de résoudre le problème de la grande criminalité seule. On a besoin d'une mobilisation nationale, en effet. Elle est prévue dans l'accord Arizona par rapport au port d'Anvers. Elle doit être prévue par rapport à la région bruxelloise. Alors, Christophe de Buckelaar, dans toutes les voix qu'on entend, il y a une sorte on a l'impression d'une démonstration qu'on n'a pas besoin de fusion des polices à Bruxelles. Et ça, c'est au menu de l'Arizona dont les engagés font partie. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais c'est quoi la racine du problème de sécurité à Bruxelles ? C'est le manque de moyens. C'est le manque de moyens, c'est le manque de financement de la police bruxelloise. Et ça, tout le monde le dit depuis maintenant des décennies. Aucun gouvernement n'a jamais répondu à cette question. Le gouvernement Arizona le fait parce qu'il va revoir cette fameuse norme KUL qui fait que les zones de police de province sont mieux financées que les zones de police bruxelloises. Et ça va être fait. Et donc, l'Arizona, si on peut se demander que fait l'Arizona en termes de sécurité, elle s'attaque aux racines du problème de sécurité à Bruxelles, c'est-à-dire le financement de la police bruxelloise. Ça, c'est les faits. Alors, dans l'accord, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un plan Canal pour lutter efficacement contre la criminalité et le radicalisme. C'est bien. Il y a des moyens supplémentaires pour la justice pour lutter contre l'arriéré judiciaire. Et on sait que c'est un problème. Le procureur du roi, sur la RTBF encore récemment, a expliqué que quand on voulait donner une peine alternative à un jeune, ça prenait 2 ans avant qu'il exécute sa peine. Ça ne peut plus durer. Donc tous ces éléments-là sont extrêmement positifs. Dans l'accord, ce qu'on a dû faire comme compromis, parce que nous on s'est battu contre ça, c'est la fusion des zones de police. On n'était pas demandeurs, on pense que ça va pas apporter grand-chose, ça va être beaucoup d'administratifs pour pas grand-chose, et on pense que c'est une mauvaise idée. Mais dans l'intérêt du pays, à un moment donné, d'avoir un accord et un gouvernement fédéral qui puisse gérer ce pays, eh bien on a accepté ce compromis. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on va appliquer ce compromis ? C'est ça la grande question. La fusion des zones de police, elle a été décidée, elle va se faire. Eh bien, ce qu'on doit maintenant faire, c'est se battre pour que ça se fasse avec les Bruxellois, que les bourgmestres puissent continuer à exercer leurs compétences de sécurité, que la proximité soit préservée et que ça coûte moins cher aux Bruxellois.
Ça, c'est les balises qu'on va mettre pour que cette fusion des zones se passe bien. Mais à un moment donné, vous devez faire un accord politique. Et quand vous avez des partis autour de la table qui demandent la fusion des zones et qui en font un point de blocage des négociations, si on avait refusé ce point de négociation, il n'y aurait pas de gouvernement fédéral aujourd'hui et la Belgique se serait enfoncée dans une crise sans précédent. Eh bien, on a estimé qu'à un moment donné, pour le bien du pays, il fallait faire un compromis. Mais tout à fait, c'est un point que nous, on s'est battu jusqu'au dernier moment pour tenter de l'éviter. Mathieu Ladevez ? Je suis d'accord avec vous, dans l'Arizona, il y a des points qui concernent Bruxelles et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'attention sur l'aspect sécurité à Bruxelles. Donc c'est une très bonne chose. Je n'ai pas vu les lignes budgétaires, je ne les connais pas, donc il faut attendre ça aussi. Il faut quand même rappeler que ce sont les libéraux des anciens gouvernements qui ont désinvesti dans la police à Bruxelles. Tout à fait. Donc on entend trop souvent le discours, le dire Bruxelles ne s'occupe pas ou a laissé partir, définancer sa police ou sa sécurité à Bruxelles. C'est pas Bruxelles qui n'a pas financé sa police, c'est le fédéral qui a désinvesti à Bruxelles. Est-ce qu'il est normal? Ok, vous le dites aussi, mais vous n'êtes pas dans vos partis de coalition, tout le monde ne le dit pas. Est-ce que c'est normal que ce soit les communes qui financent leur zone de police? Moi, je pense que c'est peut-être pas le rôle des communes de financer à hauteur d'1,5 milliard d'euros par an, je pense que c'est par an si je ne me trompe pas, les zones de police à Bruxelles. C'est peut-être pas le job des communes de faire ça, en tout cas. Ou en tout cas, à un montant aussi élevé. Donc moi, j'ai bon espoir que ça bouge positivement grâce à la coalition Arizona par rapport à la sécurité sur Bruxelles. Je vois Bernard Quintin il va sur une fusillade. Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un ministre aller sur le terrain. Je pense qu'il va devoir aller souvent sur le terrain, mais tant mieux. Ça fait preuve d'une proactivité, d'une volonté de régler le problème et d'avancer. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'entends que vous négociez, enfin vous n'étiez pas pour, a priori, la fusion des zones de police. Moi, je pense qu'elle n'aboutira pas, cette fusion des zones de police. Je pense qu'il y a trop de freins, il y a trop d'éléments qui font que ça n'aboutira jamais. C'est bien, on l'a mis, vous l'avez accepté, mais je pense qu'au final, ça n'aboutira jamais. Parce que rien ne prouve que c'est efficace. C'est une volonté purement flamande, et c'est une volonté de mettre Bruxelles sous tutelle. Il y a le même genre de projet qui existe en Wallonie et en Flandre. En Flandre et en Wallonie, on propose aux communes, aux zones de police, si vous voulez fusionner, fusionnez. À Bruxelles, on leur impose. Moi, j'aurais du mal à comprendre ça, en fait. Est-ce que ça signifie que Bruxelles n'est pas capable de gérer sa police elle-même? Il y a un double discours qui est un peu vexant pour les Bruxellois, pour les pouvoirs publics bruxellois. C'est-à-dire que... On va laisser répondre peut-être. Non, mais moi je dis très clairement, cette fusion des zones, elle viendra avec les balises que nous on a mis. Et les balises, c'est que les bourgmestres puissent continuer à exercer leurs compétences de la sécurité. Et pour ça, ils doivent avoir la main sur une partie de la sécurité sur leur commune. Sinon, ils ne peuvent pas exercer leurs compétences. Et donc, c'est ça leur grande crainte, c'est de dire, mais avec 19 bourgmestres dans une zone, comment est-ce qu'on va pouvoir adresser les problèmes de sécurité dans notre commune? Et donc ça, il va falloir trouver des moyens. Certains parlent d'une fusion avec des districts, d'autres avec une partie du personnel qui serait réservée par zone. Enfin, il y a des multiples possibilités, mais en tout cas, c'est une balise très claire. L'autre balise, c'est que ça doit coûter moins cher. Sinon, ça ne sert à rien de simplifier si ce n'est pas pour que ça coûte moins cher. Et donc, il faut faire attention parce que les fusions, ça ne coûte pas toujours moins cher. Et donc, ça serait une balise très importante. Et puis, dernière balise, c'est la proximité. Il ne faut pas que demain, on ait une police à Bruxelles qui ne soit pas en lien direct avec le citoyen et en proximité. Et nous, on pense qu'avec une fusion, ça va être très difficile. Et donc, ça, on le mettra et on le dira. Moi, quand je vais certainement avoir l'occasion de le dire au ministre de l'Intérieur, ça, c'est nos balises désengagées. Et sinon, en effet, on ne pourra pas collaborer. Et donc, il faut que la proposition qui viennent du fédéral prennent ça en compte. Olivia Pittot. Mais de nouveau, enfin, je veux dire, voilà, pour moi, c'est un faux débat. C'est un positionnement politique, effectivement flamand. Voilà. Donc voilà, et on a bien vu que les partis flamands au niveau de Bruxelles aussi se positionnaient là-dessus. Le but est simplement de prendre plus de pouvoir, je dirais, parce qu'en effet, il n'y a pas de bourgmestre néerlandophone en région bruxelloise. Il y a pas, enfin, c'est aussi simple que ça. Et donc c'est un faux débat, c'est une fausse bonne idée. La ministre, l'ancienne ministre de l'Intérieur répondait encore en janvier en commission qu'elle n'avait pas vraiment d'argument de plus-value. Les fusions au niveau de la Belgique dans leur ensemble, au niveau de toutes les zones, visent à avoir un certain nombre d'agents pour être opérationnels sur le terrain. À Bruxelles, la question ne se pose pas. On est au-delà des 500 agents par zone de police. Donc, on est parmi les 12 zones les plus grandes de la Belgique. Donc, par définition, on n'a pas besoin d'une fusion de ces zones de police. C'est un but purement politique et en aucun cas qui ne résoudra
Et aucun des problèmes liés aux fusillades que l'on vit pour le moment, malheureusement, et que vivent les Bruxelloises et les Bruxellois, ne résoudra aucun sentiment d'insécurité dans le chef des Bruxelloises et des Bruxellois. Ce qu'il faut, c'est renforcer la police judiciaire et c'est permettre effectivement d'avoir des moyens dignes pour la police pour qu'elle puisse fonctionner. Et c'est ce que fait l'Arizona. C'est ce que fait l'Arizona. Philippe Le Sol. Moi, il y a une question qui me vient en tête, c'est que la fusion des zones de police, j'ai la faiblesse de croire que c'est part du principe ou d'un constat en disant ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça ne marche pas. Et donc la fusion des zones de police, est-ce que c'est pas pour apporter une solution? Vous dites que c'est pas la bonne, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer autre chose? Donc à partir du moment où on propose quelque chose de nouveau, pourquoi ne pas se mettre dans un état d'esprit en disant mais tiens, on la demande, on nous l'impose, mais allons-y. Mais nous nous coordonnons tous les jours, monsieur. Donc vraiment, oui, tous les jours, nous nous jusqu'à coordonnons. Présent, on voit que les choses, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas vrai que ce n'est pas vrai que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, évidemment, la situation actuelle, oui, on a besoin du renfort du fédéral. On a besoin d'une mobilisation nationale. On a besoin de renforts au niveau de la police judiciaire. C'est une réalité. Des gens sont arrêtés tous les jours en région bruxelloise. Quel est le traitement qui est fait par les tribunaux, par le parquet, etc. Il faut pouvoir se mobiliser à tous les étages. On sait que la justice à Bruxelles a du mal. Depuis des années, on a désinvesti dans la justice à Bruxelles. Donc, il faut pouvoir voir les choses vraiment en face et arrêter de dire que, sous prétexte qu'il y a des faits graves qui se déroulent et que je ne minimise en aucun cas, rien ne fonctionne. Ça n'est pas vrai. On a encore vu la haute fonctionnaire qui est venue au Parlement bruxellois début d'année et elle a dit tout le contraire. Je veux dire, on se mobilise ensemble et on se coordonne en permanence. On se parle en permanence et on est complémentaires entre les zones de police en permanence. Nos chefs de zone, parce que ce n'est pas juste un positionnement politique, hein, tous nos chefs de zone de police pensent la même chose et sont alignés sur ce positionnement que la fusion serait une fausse bonne idée dans la mesure où ça nous prendrait du temps et que le temps, là, on n'en a pas. On doit être sur l'opérationnel et sur le terrain et mobiliser les moyens à cet endroit-là. Une réponse a été donnée par le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une nouvelle appellation qui annonce Miss Fédérale, c'est Bernard Quintin, un bruxellois. Je vous propose d'écouter sa déclaration lorsqu'il était à Clemenceau, quelques heures finalement après être rentré en fonction. Il faut que la tolérance zéro soit un fait. On en parle beaucoup, on le fait. Je ne suis pas occupé à dire qu'il n'y a rien qui est fait, ce n'est pas du tout mon propos, mais il faut mettre plus d'énergie, plus de moyens, plus de coordination, plus de beaucoup de choses pour faire en sorte plus de bleu dans les rues, hein, meer blauw op straat, pour être certain que les Bruxelloises et les Bruxellois et tous les Belges, quand ils sortent de chez eux, et à n'importe quelle heure, n'importe quand, n'importe comment, puissent le faire en sécurité. Ça, c'est mon job et je vais le faire résolument. Voilà, alors tolérance zéro, est-ce que c'est quelque chose de possible, Mathieu Ladevez? Il a tout dit, sauf le mot qui manque, plus d'argent, c'est tout. On met des moyens, ok, il faut du bleu dans la rue, c'est certain. Moi, quand je prends le métro, je le prends assez souvent, je ne vois pas souvent de policiers fédéraux, parce que c'est la police fédérale qui est dans le métro, normalement, je ne les vois pas souvent. Je ne vois pas non plus beaucoup d'agents de la CIB, on est d'accord, mais je vois plus de contrôleurs de la CIB que d'agents de police. Donc s'il met de l'argent, on met les moyens. Après, il suffit de dispatcher, d'être, comme il dit, travailler en bonne intelligence entre les niveaux de pouvoir. Après une fois qu'il y a l'argent, c'est bon. La régionale promet, moi j'ai pas vu les lignes, je suis désolé, mais j'espère qu'ils vont tenir la promesse et qu'ils vont mettre beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour la sécurité dans les grandes villes, essentiellement Bruxelles et Anvers, on est d'accord. Mais le nœud de la guerre, il est uniquement là. C'est les moyens financiers pour attirer des moyens humains, de la coordination, des moyens de recherche et refinancer la justice pour qu'en effet, quelqu'un qui se fait arrêter ne soit pas libéré 3 mois plus tard alors qu'il a tiré à la calage dans une rue. Olivia Petitto ? Peut-être deux choses par rapport effectivement au métro et à toute la police des chemins de fer. Je pense que le ministre a dit justement qu'il allait renforcer la police des chemins de fer, que le fédéral allait se mobiliser à ce niveau-là. C'est essentiel à Bruxelles qu'il y ait plus de policiers en effet du fédéral dans les métros au quotidien. Donc il faut les voir et il faut plus en effet de bleu, d'orange, enfin voilà, dans les rues. À côté de ça et très modestement, donc au niveau de notre zone Bruxelles-Ouest, enfin c'est vrai que moi je suis arrivée dès mon
premier collège de police, j'ai négocié pour qu'il y ait une patrouille de plus. Alors c'est une patrouille de plus au niveau quotidien, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui vise à rassurer quand même la population, parce que je pense qu'il est très important, plutôt que d'avoir trop de permanence pour accueillir les plaintes dans les commissariats, etc. On s'est harmonisé sur des horaires au sein de la zone de police et ce qui a libéré des heures pour pouvoir avoir des patrouilles de plus sur le terrain. C'est pas que la nuit, c'est dit. Là, on passe près de Simonis dans le parc vers 16h. On a envie de faire un petit détour. Parc Elisabeth, pas encore de caméra, en effet. Bientôt, il y en aura. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau de Bruxelles, au niveau de la région, c'est qu'il y a 300 agents de sécurité de la STIB qui circulent sur le réseau et qui aujourd'hui n'ont pas le statut, ne sont pas équipés pour intervenir directement, que tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, c'est neutraliser les individus et encore sans violence, donc bonne chance, et téléphoner à la police. Et donc, je pense qu'on peut donner un autre statut, mieux équiper ces agents, mieux les former, pour qu'ils puissent aussi intervenir directement sur le réseau. Ça fait 300 personnes qui circulent quotidiennement. Il y a vraiment là aussi une possibilité, sans moyens supplémentaires, de faire beaucoup mieux. Philippe Lawson, un dernier mot sur le sécuritaire ? Madame la bourgmestre l'a relevé tout à l'heure, mais la police des chemins de fer, il va falloir prêter beaucoup d'attention à cette police-là. Sinon, toutes les mesures qui seront prises, il y aura un pan qui manquera. Eh bien, on va plonger maintenant dans la découverte, même si on le connaît déjà un peu, de ce gouvernement Arizona, puisque toutes ces fusillades sont arrivées la même semaine d'un atterrissage qu'on attendait depuis longtemps. Donc, ce gouvernement fédéral, attendu depuis le mois de juin. Lundi, les ministres ont prêté serment devant le roi. Une équipe dite Arizona, donc composée de la NVA, de Vorreut, du CDNV, du MR et des engagés. Et puis alors, on en a parlé en début d'émission avec vous, Philippe Lawson, il y a une grande séance marathon d'une 40aine d'heures à la Chambre. Et lors de cette séance, eh bien, la confiance a été accordée au gouvernement de Bart De Wever, qui pilote évidemment ce gouvernement. Un Premier ministre NVA, est-ce que c'est quelque chose qui inquiète Mathieu Ladevez? On n'a jamais eu de Premier ministre NVA, donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si ça m'inquiète ou pas. Moi, les Belges ont voté pour que le pays aille dans une direction peut-être plus libérale, plus conservatrice également. Donc, comme dit non aux socialistes, le message est clair. Donc voilà, il faut respecter le choix de l'électeur. Mais c'est quand même un parti confédéraliste ou séparatiste. Oui, ça c'est clair. Ça transpire un peu dans la note Arizona, notamment sur Bruxelles et sur pas mal de points. Après, voilà, moi j'y vois quand même une petite mise sous tutelle de Bruxelles dans cette note Arizona. Après, je suis désolé, Bruxelles a dépensé sans compter. Maintenant, c'est le temps de l'austérité à Bruxelles, c'est fini. Bruxelles était quasi en faillite. Quand on voit l'état des finances, pour moi, c'est le seul vrai enjeu bruxellois, c'est l'état des finances bruxelloises. Donc Bruxelles doit vraiment faire un énorme, en tout cas les dirigeants bruxellois, doivent faire un énorme effort à ce niveau-là. Donc c'est terminé, la fête est finie à Bruxelles. Et je pense que le fédéral a raison de s'en inquiéter et a raison de donner quelques directives. Voilà. On a mal géré Bruxelles ? Alors, non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait mal géré Bruxelles. Je pense qu'on est prêt à faire tous les efforts qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'accord Arizona et avec la NVA, donc la NVA d'abord est un parti séparatiste. Je pense qu'il faut quand même bien le comprendre. Qu'est-ce qui fait que la Belgique est la Belgique aujourd'hui ? Eh bien, le ciment encore, enfin plusieurs ciments au sein de la Belgique, c'est la sécurité sociale et c'est Bruxelles. On peut parler du roi aussi, mais je dis voilà, je vais me cantonner aux deux premiers. Mais sans doute le football aussi, mais je suis moins spécialiste, j'avoue. Donc voilà. Mais donc au niveau de la sécurité sociale, eh bien on voit bien qu'il y a, voilà, elle est mise à mal. Donc au niveau des soins de santé notamment, c'est une première chose. Mais à côté de ça, ce qu'il faut bien se dire, c'est quand même que M. Bart De Wever, ne lui en déplaise, monsieur est Premier ministre. Et donc, ce n'est pas parce qu'il va reporter des charges sur les communes et sur les régions, et la région bruxelloise en particulier, qu'il n'en sera pas redevable. C'est-à-dire qu'un Premier ministre, si l'état financier d'un pays est vraiment difficile, eh bien, il en sera redevable effectivement en tant que Premier ministre. Son rôle a changé. Et ce qu'il faut quand même bien se dire aussi, c'est qu'au niveau flamand, il n'arrête pas quand même de faire savoir, et au Parlement flamand, ça circule beaucoup, c'est qu'on veut mettre le fédéral au service de la Flandre. Et ça, je pense que ça revient beaucoup dans la presse, ça revient beaucoup dans les médias, et c'est quand même profondément choquant. Et donc, aujourd'hui, moi, au niveau de ma commune, par exemple, eh bien oui, l'impact, il va être grand de cette déclaration Arizona, qui,
objectivement, me heurtent profondément dans toutes les valeurs que je défends. Et donc, par exemple, la limitation des allocations de chômage, non pas à 2 ans, mais bien à 1 an, et puis éventuellement jusqu'à 2 ans pour celles et ceux qui auront eu la chance de travailler de manière discontinue pendant 5 ans, eh bien ça aura, oui, un impact sur notamment le CPAS et de nouveau la dotation que la commune pourra donner au CPAS demain. On développera cet aspect, mais donc travailler avec un Bart De Wever, les engagés donc sont au pouvoir fédéral, avec Bart De Wever qui est chargé de travailler sur la réforme de l'État. C'est pas quelque chose de complexe. Écoutez, moi, je l'ai écrit, j'en ai marre de ce défaitisme bruxellois, de ce pleurnichage bruxellois permanent. Qu'est-ce qui manque à Bruxelles aujourd'hui ? C'est d'avoir un interlocuteur crédible. C'est ça le problème de Bruxelles. C'est que dans toutes les discussions ces 5 dernières années, Bruxelles n'a pas réussi à être crédible face aux autres régions et face au fédéral. Regardez par exemple le plan de relance où on a dû se contenter des miettes parce qu'on n'a pas été capable d'arriver en temps et en heure avec des projets crédibles sur la table et donc évidemment les autres gouvernements s'en saisissent. Et donc c'est ça le problème de Bruxelles, c'est qu'aujourd'hui notre situation de sécurité, notre situation budgétaire, notre situation de l'emploi et de l'économie à Bruxelles fait en sorte que eh bien, les autres régions ne nous considèrent pas comme un interlocuteur crédible. Comment on en est arrivé? Et donc c'est ça qu'il faut changer. Pas ces dernières années. Et donc bien sûr, il y a quand même eu un vrai changement. Depuis 5 ans, on a bien senti qu'il y avait eu un délitement de la crédibilité de Bruxelles. Et ça c'est le problème principal. Et donc quand on me dit un Premier ministre de la NVA, oui mais regardez le résultat des élections en Flandre. Alors on peut fermer les yeux, on peut gouverner tout seul aussi à la fin. On peut y aller tout seul. J'entends bien, le Parti socialiste peut y aller tout seul, mais à un moment donné, il faut une majorité au Parlement. Et donc la majorité parlementaire en Flandre, elle s'est clairement dessinée autour des partis qui forment aujourd'hui l'Arizona. Et donc nous, c'est pas notre premier choix. On l'a toujours dit. Moi, je vais combattre les idées de la NVA et je continue à les combattre à un tas de niveaux. Mais il y a à un moment donné un principe de réalité, c'est qu'on ne sait pas faire un gouvernement juste avec les francophones. On a besoin des partis flamands. Et aujourd'hui, la Flandre, notamment au fédéral, est quasi incontournable. Et donc on a dû faire, sauf si vous voulez travailler avec le Vlaams-Belang, si certains veulent aller vers là, mais ça c'est non pour nous. Et donc on a dû faire ce compromis. Mais donc c'est pas de gaieté de cœur, mais je pense qu'il montre jusqu'à maintenant une posture de Premier ministre qui est une vraie posture de Premier ministre. Et donc moi j'espère que ça va durer et qu'on va pouvoir travailler 5 ans comme ça. Moi sincèrement, 23 milliards d'économies qui sont annoncées, je l'entends. Ah, mais ça c'est autre chose. Donc, ben non, c'est pas autre chose. C'est une politique. C'est une note de politique générale. C'est un positionnement. Non, c'est les choix. C'est les choix qui sont faits. Les choix qui sont faits, c'est de faire porter sur la région bruxelloise et sur la région wallonne, particulièrement, le poids de l'ensemble des réformes et des économies. Et ça, c'est une réforme de l'État en soi. Ouais. Le choix qui est tout fait, comme le fait que le PS ne soit pas... Voilà, mais ça, peu importe, c'est la démocratie. Voilà. Non, c'est pas moi qui le dis, justement. C'est rabâché en permanence sur toutes les chaînes. Mais le choix qui a été fait, c'est de faire des réformes dans ce pays. Et ça, ce choix-là, il n'a plus été fait depuis 10 ans en Belgique. Mais qui paye le prix ? Qui paye le prix, monsieur De Beukelaar ? Mais qui paye le prix de l'inaction des partis gouvernementaux de ces 10 dernières années, dont le Parti socialiste en a été le principal. C'est ça qu'on paye aujourd'hui. C'est parce que personne n'a voulu faire des réformes ces 10 dernières années. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un bateau à la dérive. Alors heureusement qu'il y a des partis et des personnalités politiques au fédéral qui ont la stature de prendre, avec le sens de l'État, de prendre la responsabilité de faire les réformes. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Et de faire des choix injuste et profondément injuste que les citoyens vont payer très cher. On va en parler. Philippe Lawson d'abord. Moi, quand j'entends les réponses des uns et des autres, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, on est face à des réformes. Pourquoi on fait des réformes ? Parce que par le passé, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Donc aujourd'hui, les réformes s'imposent parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Donc même si c'est le PS qui était au gouvernement, mais est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas faire de réformes ? Mais on a fait des réformes. Monsieur Lawson, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, 23 milliards. Les résultats, quand vous dites que on va faire une réforme de 23 milliards, ça va peser sur Bruxelles ou sur la région wallonne, mais c'est tout le pays qui est concerné par ces réformes. Les 23 milliards, on n'a pas identifié en disant tiens, Bruxelles va prendre ça, la région va prendre ceci. Quand on voit les réformes qui sont annoncées par le gouvernement, le nouveau gouvernement fédéral, c'est une coalition, c'est un accord. Mais l'impression que vous donnez, c'est comme si les partis francophones qui sont autour de la table ont laissé passer des choses et que ce sont les fossoyeurs du pays. Bruxelles. Je ne pense pas que Bart De Wever, en tant que Premier ministre, on peut dire que c'est un nationaliste et faire des procès d'intention en disant tiens, il est là pour détruire le pays. Mais les partis qui sont autour de la table,
doivent faire leur boulot. Les partis de l'opposition seront des chiens de garde. Les partis de l'opposition seront des chiens de garde de cet accord-là. Si ça ne va pas, il n'y a rien qui les empêche de dire, mais tiens, on n'est pas d'accord, on propose ceci. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt dépasser ce stade où on fait des procès d'intention. On dit, mais tiens, de toute façon, vous ne pourriez rien changer à l'accord. Mais prenons-le comme il est. Et essayons de faire en sorte que ça puisse marcher. Est-ce que ce n'est pas les conséquences? Alors attendez, les politique inchangée, le budget de l'État belgique sera pire que celui de la Grèce au bout de la législature. C'est ça le drame. C'est pour ça qu'on doit prendre ces réformes qui font mal, certainement, mais on n'a pas le choix si on veut assurer notre prospérité à long terme. En politique, on a toujours le choix. On a le choix des économies que l'on fait, des recettes que l'on va chercher et où on va les chercher. Je suis désolée, ici, 23 milliards d'euros qui sont annoncés d'économies, pas de problème. 22 milliards sous le gouvernement Di Rupo, il y a quand même quelques années de cela, ça vaut environ 28 milliards aujourd'hui. D'autres choix ont été posés. Et je pense que d'autres choix ont été posés. Sur les montants, je rappelle que c'est quand même tout à fait similaire. Et donc d'autres choix ont été posés. Là, on va chercher dans la poche des plus faibles. Et sincèrement, moi, un des éléments qui me choque profondément dans cet accord, c'est qu'on va aller rendre déductibles des moins-values sur des bitcoins. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. C'est des choses qui sont objectivement... Non, mais c'est des choses qui sont objectivement... J'entends que pour le Parti socialiste, c'est différent. Inconcevable. C'est inconcevable. J'entends que pour vous, c'est difficile à accepter que pour la première fois, dans un gouvernement sans le Parti socialiste, il y a une taxe sur les plus-values qui va être instaurée. Oui. Et ça, c'est très énervant, évidemment, pour la gauche, parce qu'elle se rend compte que c'est l'Arizona qui va mettre ça en place. Bien sûr, 10% à partir de 10 millions d'euros de plus-value. Qui, autour de la table, a 10 millions de plus-value à faire, objectivement? Les 10%, c'est dans l'accord. Oui, mais les 10%, c'est à partir de 10 millions de bénéfices. En dessous, il y a déjà une taxe sur la plus-value qui est 2,5% et 5%, Allez, etc. sincèrement... Oui, c'est ce que la Vivaldi et ce que vous n'avez jamais obtenu sous aucun gouvernement. On va chercher l'argent aussi dans la poche des plus nantis. Je vous propose de regarder un reportage sur un élément qui a quand même frappé les esprits, qui est la limitation du chômage dans le temps. On est allé voir au CPS de Forêt comment est-ce qu'on vivait cette annonce. C'était en début de semaine. Laurent s'est concentré sur ses dossiers et aujourd'hui son esprit se remplit d'inquiétudes et de questions. Est-ce que ça va aller mieux chez nous au CPS? Est-ce que nous on va avoir le temps de prendre tout ce temps pour les remettre au travail? Ça va être compliqué. On a de plus en plus de dossiers, vraiment. J'ai commencé il y a 18 ans. Ça ne fait qu'augmenter, ça n'a jamais diminué, jamais. Il y a le ressenti du terrain, mais cette augmentation de la charge de travail se retrouve aussi dans les chiffres de la direction. Pour Forêt, des chiffres qu'on avait déjà depuis quelques temps, c'est plus 75% d'augmentation du nombre des demandeurs. Alors même si ça va être un petit peu modulé, parce qu'il y a une limitation pour les plus de 55 ans, il n'empêche qu'au final, on va se retrouver avec un vrai afflux de personnes qui vont arriver vers les CPS. On fait des dossiers. On ne fait plus du travail social, du vrai travail social, comme nous, on nous l'a appris, comme nous, on aime le faire. Et ça, c'est compliqué. Donc, encore des dossiers, encore des gens qui vont être mal, qu'il va falloir remettre au travail. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. Les CPS sont donc dans l'attente. Le fédéral prévoit bien des aides pour accueillir les futurs bénéficiaires. Mais ici, on doute que ce soit suffisant, alors que les revendications existaient avant cette annonce, à savoir plus de temps et des moyens. Oui, parce qu'on voit que la pression sur les CPS, on en parle depuis plusieurs semaines à Bruxelles. Mathieu Ladevez, est-ce qu'il faut craindre cette diminution, cet impact en fait sur les CPS bruxellois? Je pense qu'on peut le craindre. Il a été objectivé par une étude ou deux, je pense. Après, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement Arizona de vouloir remettre les gens à l'emploi en les contraignant peut-être à les remettre à l'emploi, en diminuant les allocations chômage dans le temps? Moi, je pense que quelque part, ce n'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que Bruxelles a une situation qui est spécifique, c'est qu'elle accueille beaucoup plus de misère par rapport aux autres communes ou aux autres grandes villes. On a beaucoup de demandeurs d'asile, les CPS les prennent en charge, c'est clair, les communes les prennent en charge. Le fédéral ne compense pas suffisamment. Donc, je pense que Bruxelles doit bénéficier d'un statut particulier à ce niveau-là, dotation supplémentaire du fédéral pour permettre que les CPS puissent accueillir peut-être cet afflux de personnes qui ne bénéficieront plus du chômage. Après, quand j'ai lu un peu la note Arizona, je vois qu'il y a peut-être un changement de paradigme,
que les bénéficiaires du CPS vont devoir accepter, c'est qu'on ne voit plus le CPS comme un bon contact, parce que je pense qu'honnêtement, je ne vais pas généraliser, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un bon contact. On voit le CPS comme un organisme de remise, de réinsertion sociale. Et je pense que c'est le lieu premier d'un CPS. Et pour moi, théoriquement, ça reste une bonne chose. Maintenant, il faut les moyens. Les CPS ont cette capacité de remettre à l'emploi en l'état ? Alors, en l'état, non. Je pense qu'en fait, le principe est inspiré d'un modèle danois. Sauf qu'il manque un morceau auquel d'ailleurs, les engagés s'étaient engagés à quelque chose justement. Les limitations des allocations de chômage dans le temps, ça peut bien fonctionner le cas échéant si il y a une obligation à un moment donné de proposer un emploi de dernier ressort et un vrai emploi de dernier ressort. Et en fait, c'est aussi tout ce qui manque pour augmenter le taux d'emploi dans cette note de politique générale. Il n'y a pas cet élément-là. Il n'y a que la culpabilisation. Je ne l'ai pas lu en tout cas, pourtant j'ai lu la note. Donc clairement, il n'y a rien qui pèse sur les épaules justement des employeurs, petits, grands d'ailleurs. Pire, les jeunes, avant, pouvaient bénéficier justement du fait que les employeurs avaient une obligation d'engager 3% de jeunes de moins de 26 ans. Aujourd'hui, ça a disparu dans cet accord de gouvernement. C'est vraiment... Il n'y a rien sur la responsabilité sociétale des employeurs, il n'y a rien sur le fait d'ouvrir les portes des entreprises. Et donc, il y a un risque majeur pour notre société d'avoir des gens qui finalement vont entrer dans un CPS et ne plus jamais en sortir. Et ça, je trouve que c'est dramatique, ça augmente la précarité et ça augmente la précarité dans l'ensemble de la population parce qu'à côté de ça, tout le monde n'a pas le droit à avoir ce dernier filet de sécurité que sont les CPAS et le revenu d'intégration sociale. Et ça, c'est vraiment, pour moi, dramatique. Ici, vraiment, l'Arizona va augmenter la pauvreté en Belgique, là où justement, quand même, la Vivaldi avait réussi à réduire la voilure y compris en période de grave crise, Corona et autres, évidemment, qu'on a traversé. Christophe de Bequelarceau, cet élément manquant. Donc, la Belgique est le seul pays de l'OCDE à ne pas limiter le chômage dans le temps. Bon, c'est quand même peut nous poser des questions. On est peut-être les seuls à avoir raison sur la terre entière, ou peut-être que c'était utile de faire évoluer le système. Et donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? On dit limiter le chômage dans le temps après 2 ans, parce qu'on estime que le chômage, c'est un tremplin, c'est un moment dans sa vie où on a besoin du soutien public avant de retrouver un emploi. Donc 2 ans quand même, 2 ans pour retrouver un emploi. Et les allocations de chômage seront d'abord revalorisées, et puis diminuer plus rapidement. Donc vraiment, pour que quand vous perdez votre emploi, ça peut arriver à tout le monde et l'État est là pour être généreux et soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Mais après, il faut se remettre à la recherche de l'emploi et en trouver un. Sauf pour les personnes qui ont des qualificatifs particuliers, des caractéristiques particulières où on sait qu'elles vont très difficilement retrouver de l'emploi. Par exemple, les plus de 55 ans, mais il y a d'autres critères, et ça c'est dans l'accord. Ces personnes-là, eh bien, elles se verront offert un emploi dans l'économie sociale avec le soutien financier du fédéral. Alors évidemment, les personnes qu'on n'arrivera pas à accompagner à l'emploi, parce qu'il y en aura sans doute, et qui vont alors retomber sur le revenu d'intégration sociale du CPS, et c'est bien aussi qu'il y ait ce mécanisme en Belgique, eh bien, dans les communes où il y en a plus, il faut qu'elles aient une aide supplémentaire, et c'est prévu dans l'accord. 1 milliard d'euros, une enveloppe d'1 milliard d'euros, qui correspond à la charge qu'on pense, qu'on a calculée et qui va se reporter sur les CPS, pour aider les CPS à financer ce surplus de charges. Alors, qu'est-ce que ça va forcer la région bruxelloise à faire ? Ça va nous forcer, bien sûr, à transformer notre accompagnement pour améliorer le retour à l'emploi en région bruxelloise. L'accompagnement à l'emploi en région bruxelloise, Actéris, c'est 800 millions d'euros, sur un budget de recettes de 6 milliards. Donc quand même, c'est pas tout à fait rien. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Ça, c'est la grande question, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un gouvernement régional bruxellois de plein exercice pour mener ces réformes. Parce que si, évidemment, à Bruxelles, on ne fait rien, on continue comme avant, ça va être la catastrophe. Mais nous, ce qu'on vous propose chez les engagés, c'est pas de ne rien faire, c'est non seulement d'avoir les mesures de l'Arizona, mais en plus de réformer Bruxelles, évidemment, avec la même ambition. Ouais. Réplique rapide. Moi, j'aimerais juste qu'on me montre et que les employeurs qui vont engager justement toutes ces personnes et qui vont se mobiliser pour cela. Donc, j'aimerais vraiment et je souhaite vraiment qu'avec le gouvernement de plein exercice que David Leister mènera, eh bien, il soit clair qu'il y ait une véritable mobilisation des employeurs bruxellois. Parce que
voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est vraiment ce qui manque. Et vous ne m'avez pas rassuré dans vos réponses, pas du tout. Parce qu'il va falloir vraiment ouvrir beaucoup de portes, quoi. Le taux d'emploi à 80%, on est tous pour. Mais qui se mobilise autour de la table et qui va venir autour de la table parmi les employeurs? Eh bien, ça, sincèrement, je me le demande. Donc, Philippe, je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous avez l'impression que le monde de l'entreprise est prêt à accueillir ce public de chômeurs longue durée ou de personnes qui ont plus de 55 ans ou de personnes moins qualifiées? Moi, je suis optimiste parce que quand on entend les entreprises, elles ont besoin de main-d'œuvre. Et à partir du moment où il y a une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui est compétente, les entreprises vont les absorber. Ça, je crois que c'est quelque chose... Il y a du chômage et les gens... Il y a du chômage. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, ce qui est difficile à comprendre, c'est que on a des métiers en pénurie et on a une formation qui ne correspond pas à ces métiers en pénurie. C'est là où il y a un problème. Il y a un hiatus qu'il faut régler. Il y a un hiatus qu'il faut créer. Ça veut dire que ce qui sort des formations ne correspond pas aux demandes des entreprises. Alors là, on va donner la parole à Livia Pitot. Non, mais là vraiment, je veux dire, les YACA, à un moment donné, je suis désolée, même quand quelqu'un sort de formation et est bien formé, à un moment donné, on lui dit « Ah, mais vous n'avez pas d'expérience. Ah, mais non, mais vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. » Mais comment se fait-il, comment vous expliquez le hiatus entre les besoins, les métiers en pénurie et les formations qui sont là? Comment on peut l'expliquer? Il y a mille et une raisons. Les gens, à certains moments, effectivement, ne sont plus pour se... Parlons de l'ORECA. L'ORECA, à un moment donné, il faut révolutionner l'ORECA. Il faut révolutionner non seulement les horaires, la manière de travailler, ne pas insulter les gens en cuisine, respecter chacun. Donc, il faut pouvoir se réinventer. Hein. Donc, voilà, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, oui. Les employeurs aussi doivent pouvoir se réinventer, faire bouger les lignes, accueillir une nouvelle génération qui, par ailleurs, ne va pas bien. Donc, nos jeunes, rappelons-nous, c'est ceux qui ont vécu aussi le Covid de plein fouet. Ils ne vont pas bien. Hein. Donc, je peux vous en parler. Hein, les bonbonnes de machin, là, le gaz etc., qui n'est qu'une première étape vers le reste. Eh bien, sincèrement, tout ça, si on pouvait leur ouvrir les portes des entreprises beaucoup plus fort, eh bien, ce serait quelque chose de très positif. Moi, je connais beaucoup d'employeurs, malheureusement, qui n'osent même pas engager des chercheurs d'emploi. Ils préfèrent aller débaucher des gens qui travaillent déjà, plutôt que de donner sa chance et leur chance à des personnes qui, justement, sont sans emploi et encore plus depuis longtemps. Donc, ce ne sera pas quelque chose de naturel. Si l'offre et la demande s'appliquaient au régime et au marché du travail, ça se saurait depuis longtemps. Il faut pouvoir pousser les employeurs à accepter, à ouvrir les portes des entreprises et les valoriser d'ailleurs quand il le faut. Eh bien, valorisons les employeurs qui ouvrent leurs portes, effectivement. Eh bien, voilà. Eh bien, que fait l'Arizona? Parce que j'entends tout le temps l'Arizona est mauvais pour Bruxelles. Mais Bruxelles a besoin de quoi? Bruxelles a besoin de start-up et d'entreprises. Eh bien, l'Arizona, elle supprime les cotisations sociales sur les 5 premiers employés des PME. Eh bien voilà, une mesure qui va créer de l'emploi à Bruxelles. L'Arizona, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aider les entreprises à trouver du financement. On sait que c'est la clé de la réussite pour les jeunes entreprises à Bruxelles, c'est l'accès au financement. L'Arizona a un chapitre là-dessus. J'ai analysé, évidemment, j'ai lu l'accord de l'Arizona. On a, sur chaque page, 200 fois, on parle ou de technologie, ou de numérique, ou de digital. Et donc, ou d'innovation. Et donc, c'est évidemment de ça que Bruxelles a besoin. Les métiers de l'IT sont repris dans le régime fiscal préférentiel des droits d'auteur. C'est de ça dont Bruxelles a besoin. Et donc, arrêtons de voir le statu quo, le défaitisme à Bruxelles. Voyons qu'on va créer de l'emploi à Bruxelles et permettre, en effet, à ces personnes qu'on va réinciter après le chômage à retrouver un emploi, de trouver de l'emploi à Bruxelles. Et ça, c'est possible. Mais pour ça, il faut avoir un gouvernement plein exercice avec un minimum d'ambition pour cette région, au lieu de pleurnicher sur les plateaux de télévision en permanence. Que ce sera de l'emploi de qualité qu'on va créer? Parce que quand on voit l'augmentation de la flexibilité qui est demandée, les heures de travail de nuit qui changent, on a l'impression qu'on va quand même vers une détérioration de la qualité de l'emploi qui est proposée. Ah ben ça je pense pas. Je pense que justement, mais non, c'est pas parce que plus de flexibilité est demandée que ça va se faire au détriment de la qualité de vie. Il y a beaucoup de personnes qui demandent cette flexibilité. Par exemple, on introduit le droit au rebond. Dans la législation, ça veut dire que si vous voulez changer d'emploi, vous pouvez quitter votre emploi et tomber au chômage. Vous pouvez démissionner et aller au chômage pour vous réorienter. Et ça, c'est pour lutter contre justement les burn-out et la santé, enfin pour lutter pour la santé mentale au travail. Donc il faut voir l'accord dans son ensemble, évidemment. Un élément juste aussi à préciser, c'est qu'on donne l'impression que les partenaires flamands ont imposé quelque chose aux francophones. Quand la disposition sur la limitation des allocations de chômage sur les 2 ans, mais c'est dans les programmes des engagés et du MR. Hein.
Donc, il ne faut pas donner l'impression que ce sont les partenaires flamands qui l'ont imposé aux francophones. C'est dans leur programme. Il suffit de lire leur programme des engagés et du MR, c'est mis texto dedans. Donc, le fait de dire qu'on limite les allocations de chômage dans le temps, mais c'est quelque chose qui fait consensus entre les partenaires, que ce soit du nord du pays ou du sud. Hein, avec des modalités qui seront différentes et effectivement. Et donc là, je pense que dans le programme, il était bien mis qu'il y aurait des emplois de dernier ressort. J'ai bien entendu qu'il y en avait un tout petit peu pour les plus de 55 ans. De nouveau, rappelons-nous que les plus de 55 ans n'auront accès à ce régime-là ne seront exemptés de ce régime-là que s'ils ont plus de 30 ans d'ancienneté, etc., plus de 30 ans de travail. Donc, à un moment donné, on est quand même face à une potentielle machine à broyer. On a des horaires, la durée de travail qui est modifiée. Chaque travailleur devra payer lui-même pour sa reconversion professionnelle. Franchement, moi qui suis vraiment spécialiste en droit social, en droit du travail, il y a énormément de choses qui sont profondément heurtantes dans les conditions de travail qui sont vraiment réduites à travers ces notes de politique générale. Et donc, au-delà des personnes qui sont exclues des allocations de chômage, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront même pas droit aux allocations de chômage, vu la réalité bruxelloise des contrats de travail, souvent précaire. On va s'arrêter là sur ce débat-là parce qu'il nous reste quelques minutes et je voudrais bien parler d'un sujet dont on a parlé en fait dans tous les sujets, c'est le fameux gouvernement bruxellois. On a eu un appel du nouveau Premier ministre, NVA, et puis donc il faut un gouvernement bruxellois, et puis on a eu aussi un appel du roi, ce qui est quand même assez atypique, je vous propose de l'écouter. Bruxelles, notre belle capitale de l'Europe également, est un carrefour, pas une impasse. Elle ne doit pas devenir symbole de blocage. Ces élus ont toujours trouvé par le passé des chemins de convergence. Je ne doute pas qu'ils auront à cœur de les trouver cette fois-ci aussi, pour le bien des habitants de la région et l'image de notre pays. Voilà, Mathieu Ladevez, c'est pas commun quand même que le roi interpelle comme ça Bruxelles. C'est un peu son rôle là, non ? Mais il est couvert aussi par le Premier ministre. Oui, mais bon, ça me surprend. Bon, mais c'est bien, il s'intéresse à Bruxelles, il y vit d'ailleurs, on ne va pas très souvent, mais c'est bien, tant mieux pour lui. Comment vous le prenez, vous, comme personnel politique, d'avoir cette interpellation du roi ? Bon, je trouve ça bien qu'il se préoccupe effectivement de la situation de Bruxelles, mais plus fondamentalement, moi j'aimerais bien que ce soit M. Leicester qui s'en préoccupe et qu'il y ait une méthode de travail. Donc là maintenant, il y a quelque chose qui a été annoncé ce matin. Effectivement, on se donne 2 semaines, tant mieux, en effet, parce qu'on dit quand même qu'on veut réactiver les chercheurs d'emploi. Moi, je suis pour réactiver là, M. Leicester, pour le coup, dans sa méthode de travail et dans son... Voilà, donc on se donne 2 semaines, tant mieux. Le PS n'a jamais refusé aucune bilatérale, donc on est prêt et on est même demandeur. Christophe de Beukelaar, je vous propose d'écouter cette interview de Zakia Katabi qu'on a eue dans la matinale de BX1 cette semaine. Elle lançait un peu un pavé dans la mare. Quand je rencontre les différents acteurs politiques et que j'affirme, 1, le résultat des élections et 2, pas de NVA, on me dit oui, mais si vous venez, alors on peut se séparer de la NVA. Et je dis, mais alors il n'y a pas de raison, les socialistes peuvent venir à la table. Voilà les blocages. Ça ne se dit pas sur la place publique, ce sont des manœuvres dans les coulisses et j'en ai assez de voir les mêmes aller pleurer sur les antennes tous les jours en disant que eux seraient les gentils et que tous les autres sont les mauvais. Il y a une responsabilité partagée, nous avons été très clairs depuis le début, nous irons dans l'opposition et anyway, ce n'est pas la peine de continuer à venir essayer de discuter avec nous. Il n'y aura pas de majorité avec la NVA. Et by the way, si c'est sans la NVA, alors il n'y a plus aucune raison que le PS pose un veto. Votre réaction ? Vous êtes négociateur, vous faites partie de cette négociation ? Non, mais écoutez, je pense que je comprends Mme Katabi qui essaye de cacher le fait que l'écolo refuse de monter dans un gouvernement, parce que c'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a 3 points de blocage. Il y a l'écolo qui ne veut pas monter, il y a le PS qui ne veut pas travailler avec la NVA et il y a les néerlandophones qui ne veulent pas changer leur coalition parce qu'ils estiment que ce n'est pas au PS à leur dire comment ils doivent faire leur coalition du côté flamand. Et donc c'est ça les 3 points de blocage. Et nous, ce qu'on essaye, enfin ce que David Lesser essaye de faire et moi ce que j'essaye de faire informellement, c'est d'essayer de lever un de ces 3 points de blocage. Donc il n'y a pas une volonté de se débarrasser du PS ? Mais pas du tout. On a un accord qu'on a fait avec le PS au mois de juillet. Et donc nous, si le PS vient demain
à la table des négociations, mais on a un gouvernement dans les semaines qui suivent, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est qu'à partir du moment où le PS se retire des négociations en disant non mais nous on ne veut pas travailler avec cette majorité flamande, on a bien été forcé d'aller explorer les autres solutions. Alors, Ahmed Laoueche, président de la Fédération bruxelloise du PS, a réagi aussi à cette interview. Je vous propose d'écouter sa réaction. Donc, il dit que c'est pas vrai. Et puis, il donne des éléments en plus dans l'émission Plus Actu de vendredi. Dès le mois de juillet, dès la deuxième réunion avec M. Laoueche, j'ai dit à David Lester qu'il devait laisser tomber. Parce que j'ai compris ce jour-là... Ça veut dire quoi, laisser tomber, Jean-Louis Boucher ? Ne plus être formateur, pour une raison qui est très simple. Parce qu'Ahmed Laoueche, vous savez ce qu'il veut ? Il veut qu'on soit en affaires courantes pendant 5 ans. Parce que le PS considère que la région bruxelloise lui appartient. Et donc estime que la victoire du MR n'est qu'un accident de l'histoire. Et que cet accident de l'histoire, il faut le passer très vite. Ahmed Laoueche lui-même m'a dit que 5 ans, ça passait rapidement. Voilà, petite confusion, évidemment, c'était Georges-Louis Boucher, le président du MR. Olivia Ptito, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Moi, je dis qu'il faut une méthode de travail. En fait, la seule chose qui m'inquiète dans tout ça, c'est que Georges-Louis Boucher ait refusé d'être ministre fédéral pour s'occuper du gouvernement bruxellois. Donc, par pitié, qu'on laisse les Bruxellois négocier, ça ira beaucoup mieux, ça ira beaucoup plus vite. Et donc, moi, je me réjouis qu'il y ait des bilatérales qui soient enfin relancées à partir de lundi. Donc ça, c'est la réalité. Et donc, que n'avons-nous fait cela avant ? Donc, pourquoi est-ce que M. Lester a attendu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plus de 3 mois qu'il ne s'est rien passé. Et en effet, ça n'est pas normal. Les Bruxelloises et les Bruxellois ont besoin d'un gouvernement. Ça, je partage cet état de fait. Et donc, nous serons à la table des négociations. Ça, c'est certain. On acceptera toutes les bilatérales à ce stade-ci, bien évidemment. Et il faut arrêter de s'enfermer, que les formateurs s'enferment dans des positionnements, qu'ils soient francophones ou qu'ils soient néerlandophones. Il reste 10 secondes pour vous. Juste une petite question pour Mme Ptito. Comment se fait-il pourquoi le PS a refusé, par exemple, la NVA de l'autre côté ? Pourquoi ? Je crois comprendre que le blocage... En une phrase. Oui, le blocage, c'est qu'en fait, le PS, à un moment donné, dit non, on ne veut pas négocier avec la NVA. En une phrase, je pense que la NVA ne veut pas de Bruxelles, veut affaiblir Bruxelles. La NVA, quand M. De Wever parle des régions, il parle de 2 régions. Il ne parle pas de 3 régions, monsieur. Mathieu Ladevez, un mot ? Et je pense que Zakia Katabi a raison, on l'entend en off depuis longtemps, que les libéraux flamands, néerlandophones et francophones de Bruxelles rêveraient de mettre de jeter le PS dehors, ça c'est certain. Je pense que le PS est assez mal pris aussi parce qu'on va vers une période d'austérité très importante pour Bruxelles, ce qui ne fera jamais les affaires du PS, évidemment. On va s'arrêter là parce que l'émission est finie, mais on devra encore en discuter puisqu'il y a des bilatérales la semaine prochaine. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain.